C'est un numéro un petit peu extraordinaire de Homme de chaise longue que je vous propose aujourd'hui puisqu'on s'installe pour quelques jours au Hellfest de Clisson. Avec près de 250 000 festivaliers et plus de 200 groupes à chaque édition, le Hellfest est un des plus grands événements musicaux de France. Spécialisé dans les musiques extrêmes, le festival a accueilli les plus grands groupes du genre. J'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur son créateur et j'ai donc convié Ben Barbeau à me rejoindre dans un lieu qui lui est cher, Homme de chaise longue. Ben, bonjour. Salut. Confortablement installé Homme de chaise longue. Ouais, pas l'habitude, mais de ce type d'assise, mais ouais, non, très bien, impeccable. On peut y aller? On peut y aller. Ben, c'est parti. Première question. Ben, on est où? Alors, on est où? On est en plein cœur des bureaux de production du festival. Et puis, c'est un endroit qui me tient particulièrement à cœur, puisque moi, je suis originaire de Clisson depuis ma plus tendre enfance. Et ces bâtiments étaient anciennement les bâtiments qui accueillaient une autre réalisation, une autre production artistique, puisque c'était les studios de captation du Manège Enchanté de Pollux. De Serge Dano. De Serge Dano, exactement. Donc j'ai pris la suite, puisque Serge Dano est décédé en 95, et puis sa veuve m'a revendu, ces locaux-là, il y a maintenant un peu plus de 13 ans, je crois, 13-14 ans. J'ai la même vie, parce que en fait, on a nos bureaux de production qui sont ici. Moi, j'ai ma maison indépendante qui est collée justement au bureau. J'ai toujours eu les bureaux et ma résidence principale collée. Entre guillemets, ça. Je ne sais pas si je referais ça maintenant, mais à l'époque, étant donné que quand on a monté le festival, c'était vraiment une bande de copains, on n'était pas nombreux, etc. Et j'étais très attaché à ce lien entre mon activité professionnelle, qui est devenue professionnelle. C'était une passion est née effectivement à un modèle économique qui me permet maintenant d'en vivre, et on est beaucoup maintenant à y travailler. Est-ce que je referais ça maintenant? Je ne suis pas sûr. Mais voilà, donc c'est un endroit qui me tient particulièrement à cœur. Un bâtiment qui avait brûlé en 2017, on a eu un gros incendie qu'on a entièrement fait rénover. Et puis là, je suis assez content et fier effectivement d'avoir des bureaux qui permettent d'accueillir toute l'équipe qui travaille à la réalisation du festival à l'année. Donc voilà, c'est super. Voilà. Et donc là, on est dans le cœur du réacteur puisqu'on est dans ton bureau. Oui, on est dans le mien personnel, ouais. J'ai encore des vestiges de CD, etc. Voilà, tout à fait. Même si aujourd'hui, c'est plus vraiment le mode, le produit qu'on utilise pour écouter de la musique, mais non, ouais, je l'ai voulu comme un endroit. Effectivement, c'est un repère pour moi. C'est aussi un point central pour les équipes qui sont tout autour là, à différents niveaux. Donc non, c'est bien. Moi, quand j'étais jeune, jamais j'aurais pu imaginer qu'effectivement être dans de telles conditions pour travailler. T'es clissonné d'origine? Moi, je suis clissonné d'origine. D'accord. Je suis clissonné d'origine. Je suis arrivé quand j'avais 4 ans. 4 ans, donc, j'ai toute ma famille qui habite encore sur Clisson. Alors, on n'est pas sur Clisson exactement. Ici, on est même dans un autre département, puisqu'on est en Vendée, à Cugan. Donc, c'est une ville vraiment limitrophe. Et on a la chance d'être entouré d'une très belle rivière qui est la Sèvre nantaise. Et de l'autre côté, on a Clisson. Donc, on est par contre à même pas 1 kilomètre à vol d'oiseau du site du festival. Donc ça permet d'être bien organisé, on est au calme. Tout le monde, j'ai l'impression que tous les salariés ici sont plutôt ravis des conditions de travail qu'on propose ici. Donc non, c'est plutôt cool. Ouais. Alors quand tu es arrivé, tu avais 4 ans quand tu es arrivé à Clisson, c'était comment chez les Barbeaux quand tu étais petit? On écoutait de la musique déjà? Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Pas de métal déjà? Non, mes parents n'étaient pas du tout mélomanes. Ils consommaient la musique comme il n'y avait pas de passion. Mon père était très voile, ma mère n'avait pas forcément de passion dictée là-dedans. Donc non, j'ai tout ce que j'ai appris à aimer quand j'allais en concert, etc., je l'ai découvert un peu par moi-même et surtout à l'aide de mes copains, de la bande de copains. Quand on grandit ici à Clisson, j'ai eu la chance d'avoir cette petite bande de potes de mon arrivée au collège jusqu'à plus tard, les années lycée, d'avoir eu des copains qui partageaient cette même passion que moi, à découvrir un certain nombre d'artistes, etc., etc. Et c'est là-dedans, c'est vraiment pas mes parents qui m'ont transmis ce truc-là. Quand mon père écoutait de la musique, ça devait être du très classique, Jean-Jacques Goldman ou des choses comme ça. Bon, c'était plus parce qu'il allumait la radio et puis que il y avait ça qui passait. Donc il n'y avait pas cette fibre musicale dans la famille. D'accord. Eh ben, on va parler de ce qui t'a amené à la musique et à ta fibre musicale juste après.
Alors justement, si c'est pas chez les Barbeaux qu'on écoutait ni du rock, ni du hard rock, ni du métal, encore moins, j'aimerais que tu me parles de tes disques à toi, c'est-à-dire le premier que tu as acheté quelque part avec tes petits sous, et puis ce qui t'a amené vers le rock, et puis après celui le groupe qui a fait peut-être ta vie, c'est-à-dire celui qui t'a suivi le plus longtemps, et puis peut-être le disque qui te resterait comme un totem de toute ton activité musicale. 3 disques, c'est sauvage, mais il faut les trouver. Ouais, parce que moi j'ai un parcours avec la musique qui est riche, hein. J'ai eu la chance effectivement, et comme je le disais, moi cette passion pour la musique, elle naît en même temps de cette envie d'être avec mes copains qui partageaient avec moi cette même passion. Voilà, à l'époque, quand on est au collège, il y a des gens qui se passionnent pour le sport, d'autres pour diverses choses, la pêche, j'en sais rien, etc. Et nous, avec une petite bande de copains de Clisson, effectivement, on était très musique et j'ai eu cette chance-là. Et c'est l'album, moi, que j'ai souvent d'ailleurs cité en interview quand les gens me demandaient mon parcours. C'est mon parrain qui me l'offre d'ailleurs à mes 11 ans, en étant 92. Et ACDC vient de sortir son live à Donington. Et je tombe là-dessus, estomaqué de voir que ça existe, parce qu'à 11 ans, je n'avais aucune idée qu'on puisse être dans une telle puissance de musique. Enfin, j'étais absolument éberlué par toute cette production, tout ce truc-là, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que, effectivement, des liens se créent avec les copains, etc. On commence à s'échanger les cassettes, les CD. Bon, on n'avait pas forcément les moyens à l'époque d'en acheter des tonnes et des tonnes, donc c'est pour ça que c'était toujours bien. Il y avait à l'époque encore à la radio quelques émissions qui en traitaient un petit peu, il y en a beaucoup moins maintenant. Donc ce qui nous permettait de pouvoir découvrir un certain nombre de choses. Après, j'ai eu évidemment différentes vagues, et si je devais citer un deuxième album après, c'est ma découverte un peu plus du punk, parce que moi j'ai une histoire avec le punk qui est quand même plus développée que celle avec le métal. Le métal, finalement, c'est arrivé au moment où justement mon envie de faire des festivals m'a ouvert un peu plus le champ des possibles, et je pourrais pas, aujourd'hui c'est compliqué de juste donner un nom de CD, mais s'il y avait un artiste, c'était les Berruriers Noirs, moi à l'époque, qui était quelque chose pour moi. J'étais dans ma période rebelle, hein, quand on a 14, 15 ans, sorti de collège, on essaye évidemment comme tout jeune, d'exister, de s'inventer un personnage, de se démarquer des autres, etc. Et c'est vrai que cette fougue qu'avaient les Berruriers Noirs à l'époque, moi, là aussi, m'avait transcendé, entre guillemets. Et puis voilà, et puis après, l'évolution du punk m'a plutôt amené vers ce qu'on appelle la musique hardcore. Donc c'était du punk encore plus survitaminé, on va dire, encore un peu plus rentre dedans. Et si je devais en sortir un, ça serait peut-être les Bad Brains, parce que les Bad Brains cochaient beaucoup de cases aussi, et puis on avait affaire à un groupe un peu exotique, entre guillemets, qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur cette scène-là, entre guillemets, qui était plutôt, enfin, et qui l'est toujours d'ailleurs un petit peu, je le regrette, plutôt une musique, on va dire, judéo-chrétienne. Donc on avait des blacks comme ça qui arrivent, un peu rasta, qui font de la musique à 200 à l'heure. Là aussi, moi, ça m'a mis un pied dedans, qui m'a permis de découvrir. Après, je pourrais citer des milliers de disques, comme toi certainement, bien sûr. Parce que les influences, finalement, elles nous amènent à découvrir d'autres horizons musicaux, et c'est sans fin. Encore aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis à la tête du festival, un peu plus si on compte mes années Furyfest. Encore chaque année, je découvre encore plein de trucs. C'est ça qui est extraordinaire avec notre musique. Les gens me demandent des fois, mais tu écoutes d'autres types de musique? Je dis, mais non, parce que je n'ai pas l'énergie ni le temps d'aller vers d'autres choses. Et pourtant, je me concentre évidemment j'essaye d'avoir un spectre le plus large possible. Mais il y a tellement de choix, c'est tellement riche que j'y trouve toujours mon compte. Je ne suis pas lassé. Je ne suis pas lassé. Alors, est-ce que je vais faire un envieux du patron du Hellfest en lui disant que j'ai vu, moi, Bon Scott en concert? Eh bien oui, ça, très certainement, parce que moi je n'ai pas eu la chance de le voir. J'ai vu à de nombreuses reprises ACDC, mais moi évidemment, je suis né en 81. J'ai souvenir, parce qu'on me l'a souvent narré, d'un concert assez mythique à la Beaujoire avec Bon Scott. Ça devait être mais voilà, moi je devais être encore en culotte courte. En 81, je crois. Ah bah voilà, j'ai 1980 ou plus qu'en culotte courte alors. Donc de toute façon, ça m'aurait été compliqué d'y assister. Mes parents, en plus, comme je le disais tout à l'heure, n'étaient pas du tout dans cette mouvance, ni dans cette passion. Donc, mais évidemment, il y a tellement de groupes aujourd'hui qui font partie des influences. J'ai cité 3 albums, mais j'aurais pu en citer énormément d'autres. On parlait d'ACDC, je les ai cités, mais des légendes
avec lequel j'aimerais pouvoir avoir cette machine à remonter le temps pour voir Freddie Mercury, pour voir les Led Zepp ensemble, pour voir, enfin il y a énormément d'artistes comme ça qui ont été extrêmement importants dans ma construction musicale que, enfin c'est sans fin, c'est sans fin. C'est sans fin. Tu parlais de programmation, tu parlais d'écouter et d'ouverture, ça tombe bien, c'est le thème de la prochaine question. La prochaine question, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on fait pour tenir... Quel âge a le Hellfest ? Eh bien, alors là, oui, en termes d'édition, on va fêter la 19e édition cette année, mais j'en oublie pas moins qu'il y a eu 2 ans de pause dû au Covid. Donc la première édition du Hellfest, c'était 2006. C'est une bonne vingtaine d'années. Ouais, voilà, une vingtaine d'années. Comment on fait pour tenir 20 ans quand on alors est moi, en plus, Hellfest je prends mon expérience du Furyfest qui a duré 4 ans avant, comme étant partie intégrante de l'histoire, parce que c'est là où je me suis formé. Moi, il faut savoir que j'ai commencé, je n'y connaissais rien. Je ne savais même pas ce qu'était un intermittent du spectacle. Je ne savais même pas qu'il fallait des équipes de secours. Je ne savais même pas. Enfin, je n'y connaissais absolument rien. C'est seule la passion finalement m'a guidé parce que j'étais un passionné de musique et que moi j'étais parti du postulat de me dire bah tiens aujourd'hui dans l'ère d'internet qui s'offre à nous avec les pochettes de disques où justement les artistes nous proposaient leur contact en privé. On avait un lien potentiellement si l'artiste souhaitait nous répondre de pouvoir monter quelque chose comme ça et j'ai monté ça un petit peu au culot avec beaucoup de naïveté. Avec une naïveté d'un gamin de 17-18 ans à l'époque. Et tout s'est enchaîné. Et puis évidemment, les belles rencontres que j'ai pu faire de personnes ici qui sont venues greffer leur énergie à la mienne pour faire en sorte que le festival grandisse au fur et à mesure, c'est quelque chose de fabuleux. Donc les premières années sont évidemment extrêmement difficiles parce qu'on essuie beaucoup de plâtre, on apprend. Cette phase-là, beaucoup d'ailleurs de gens ne la passent jamais parce que peut-être que trop d'échecs ou des échecs trop importants mettent un terme à leur expérience. Moi, j'ai toujours eu la chance, finalement, même quand ça a été extrêmement difficile d'avoir pu rebondir. Voilà, des rencontres, des coups de chance, peut-être aussi beaucoup de naïveté. J'en aurais beaucoup moins maintenant s'il fallait que je remonte un festival aujourd'hui, parce que j'ai un regard qui est différent. Mais à l'époque, j'étais sans foi ni loi, j'avais peur de rien, voilà, j'y allais vraiment avec une passion, la passion était le seul moteur, entre guillemets. Et donc évidemment, après aujourd'hui, plus de quasiment 25 ans à faire ce truc-là, on peut se demander comment est-ce qu'on retrouve encore les ressources. Mais comme n'importe quelle aventure, finalement, année après année, ce sont de nouvelles ressources qui nous permettent de tenir et de dire « ah ben non, j'ai envie de continuer parce que c'est encore vachement bandant ». Je te parlais des relations humaines qui sont aujourd'hui, quand on monte un festival de cette taille, quelque chose d'extrêmement gratifiant, pour lequel on prend beaucoup d'énergie. Moi, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui sont venus m'aider sur le festival, des artistes, mais aussi des bénévoles, etc. On se nourrit de tout ça. Et c'est ça qui nous pousse à vouloir continuer. Je ne vais pas mentir en disant qu'aujourd'hui, la construction artistique, non pas que je n'aime plus cette musique, mais il y a effectivement moins l'excitation du début. Moi, j'ai des grands souvenirs de mes premiers concerts avec les premiers artistes accueillis, la boule au ventre, les papillons dans le ventre, enfin tout ça quoi. Là, effectivement, je l'ai moins parce que c'est devenu mon métier. Donc, on organise les choses comme si effectivement mon quotidien est dicté par ce métier. Donc voilà, et on tient parce qu'on a toujours des idées. Moi, voilà, si je mourrais avec encore des idées à réaliser. Je me nourris de ça, d'être toujours dans le coup d'après, d'être toujours à dire comment est-ce que je peux surprendre encore le public, comment est-ce que je peux améliorer des conditions d'accueil, des conditions afin de fournir aux festivaliers une expérience qui soit la plus immersive possible, qui soit... C'est des souvenirs, un festival. Aujourd'hui, quand on participe à un festival, c'est un moment de vie, c'est une tranche de vie pour les gens qui acceptent de payer une entrée pour un week-end. Et moi, mon rôle, c'est qu'à la fin, le dimanche soir, quand le rideau s'abaisse et que c'est la fin avant l'année d'après, il faut que les gens repartent avec le sourire d'un week-end où ils ont... vu des artistes se donner pleinement, mais aussi en ayant bien mangé, en ayant été bien accueillis, en ayant vu de belles choses, en ayant fait de belles rencontres. Et voilà, tous ces ingrédients, il faut les mettre en place pour que tout ça fonctionne et que moi, tant que je verrai des gens encore sourire et tant que moi, j'aurai également le sourire, les équipes aussi, il n'y a pas de raison d'arrêter. Ouais, tout à fait. Alors tu disais, le Hellfest, c'est une tranche de vie. Pour toi, c'est
toutes les tranches de ta vie parce que tu y passes beaucoup de temps. Alors justement, quand le rideau se baisse, tu disais le rideau se baisse le dimanche. Quand le rideau se baisse, Ben Barbeau, il fait quoi? J'ai pris effectivement, les premières années de ma vie étaient quasi à 100% dédiées au festival. Je me couchais, je me levais, même pendant la nuit, j'étais concentré uniquement là-dessus. Et aujourd'hui, tu as des choses qui t'animent? J'ai conscience d'avoir sacrifié un certain nombre de choses qui entourent, parce qu'aujourd'hui, la vie d'un homme ne se résume pas à un événement ou quelque chose comme ça, et que j'ai passé une tranche de ma vie à passer à côté de choses, mais en même temps, j'étais très heureux de vivre pleinement ce que j'étais en train de vivre, parce que c'est ce qui a permis un développement en 20 ans. Il y a 20 ans, on était peut-être le Festival de France le moins bien organisé qui existait. Aujourd'hui, le Hellfest fait 2 fois plus de chiffre d'affaires que les Charrues. Donc ce développement qui peut paraître... Parfois, chez moi, c'était même du domaine de l'autisme, tellement que j'étais concentré. Et j'ai appris sans doute avec l'âge, la sagesse, puis aussi parce que je suis bien mieux entouré que je ne l'étais au tout début, parce que j'ai aujourd'hui les moyens d'avoir une équipe qui voilà, ça m'arrive de prendre quand même maintenant un peu de recul. Donc finalement, j'ai une vie assez rangée. Les gens s'imaginent que sans doute ont des fantasmes, mais non, j'ai une vie de père de famille où j'essaye au maximum de profiter de mes enfants en faisant des activités tout à fait bêtes. J'ai une passion qui est celle du FC Nantes. Alors, je n'irai pas le football parce que je ne regarde pas le football, je ne regarde que le FC Nantes. D'accord. Donc ça, j'hérite de cette passion de par mon grand-père, c'est toujours pareil, on se rattache à des souvenirs qu'on a eus dans l'enfance. Et moi, pourtant, il faut être vraiment accroché pour être fan du FC Nantes depuis quelques années. Ça nous fait un peu moins rêver qu'avant. Mais voilà, après, des plaisirs simples, j'aime beaucoup évidemment la gastronomie, voir les amis, etc. Et prendre du recul aussi avec le festival. C'est quelque chose dont je ressens de plus en plus de besoin. On s'échappe beaucoup. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que Ben Barbeau, il y a une vie après le Hellfest. On te sait passionné, on te sait à 100%, mais il y a une vie après le Hellfest. Ah bah oui, je l'espère. C'est formidable. Dis-moi Ben, c'est une tradition dans cette émission, c'est que, tu sais, moi je suis un anecdotiste du rock. Moi, j'ai besoin d'anecdotes croustillantes. Je voudrais que tu me racontes une anecdote de toute ta carrière hellfestienne, de toute ta vie au Hellfest. S'il y avait une anecdote que tu as envie de me raconter, c'est quoi? Il y en a plein, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins marrantes, il y en a qui sont... je suis passé par des moments de solitude qui sont qui peuvent paraître comme des mauvais souvenirs, mais avec du recul où on le prend différemment. Mais il y a aussi des super moments, et si je devais en retenir une, c'était la première date qu'a fait Kiss, je crois que c'était en 2010, donc c'était pas la première, ça devait être la seconde, où je me retrouve avec mes enfants, ma femme et tout, à faire la queue pour avoir des dédicaces. Puisque Kiss avait pris pour habitude, lorsqu'ils venaient en concert, ils organisaient un stand de dédicaces, mais alors non pas à destination du public, à destination des gens qui travaillaient autour du spectacle. Okay. Donc je me suis retrouvé à faire la queue, et c'est proprement hallucinant quand on y repense, avec toute une horde de personnalités qui faisaient la queue également pour avoir une photo avec les gars de Kiss, avec un autographe. Et nous étions les premiers, moi et ma famille, et derrière moi j'avais Johnny Depp qui attendait. Derrière Johnny Depp, il y avait Philippe Etchebest qui attendait. Derrière Philippe Etchebest, il y avait Phil Anselmo de Pantera. Et tout un tas de gens qui attendaient comme ça, où je me disais, mais c'est complètement hallucinant de voir autant de célébrités finalement dans un état un petit peu de fan attitude, parce que bon, Kiss, alors surtout pour les Américains, c'est quelque chose d'absolument énorme. Et j'avais trouvé ce moment vachement sympa, parce que c'est vrai que là on se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre là comme moment un peu bizarre, de faire la queue comme ça en pleine zone technique entre guillemets, et voilà, ça m'a fait sourire, et c'est un bon souvenir parce que évidemment mes enfants ont réussi à pouvoir se prendre en photo avec Kiss, les rencontrer, etc., ma femme également. Donc c'est quand on arrive effectivement, même quand on est débordé par le travail que représente l'organisation d'un tel festival, avoir des petits moments comme ça où on se retrouve un peu à part, qu'on peut partager en famille aussi, c'est toujours sympa quoi. Super, impeccable. L'anecdote est brillante, elle est formidable. Alors normalement, c'est fini, mais moi je suis un petit peu dans le secret, puisque aujourd'hui, c'est un jour particulier pour toi, puisqu'aujourd'hui à 19h, vous allez dévoiler la programmation de l'édition 2026, c'est bien ça?
Et lorsqu'on a- et normalement, lorsqu'on a- c'est 19h. Et lorsqu'on a calé l'interview ensemble, Ouais. on n'avait pas encore calé Exactement. la date d'annonce. Et puis là, les événements ont fait que on s'est dit qu'effectivement cette date-là était plutôt bonne, surtout que c'est férié le lendemain. Il n'est pas On 19h, organise- mais tu m'en dis un petit peu? Oui, je vais pouvoir effectivement. Donc c'est l'affiche qui a été conçue rapidement cette année, parce que d'habitude on a plutôt tendance à annoncer tout plutôt vers la début décembre. Donc là, les choses se sont faites un peu plus naturellement. Moi, aujourd'hui, l'affiche en termes de gabarit me convient très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de fans, on va dire, un peu plus connaisseurs qui vont s'y retrouver. Sans doute, il y a moins de prise de risque. J'ai conscience aujourd'hui qu'il y a pu avoir un certain nombre de critiques de la part d'un certain nombre de fans parce qu'ils trouvaient qu'on allait peut-être un peu trop loin sur l'ouverture musicale. Encore une fois, c'est un choix, c'est un débat. Et je ne regrette pas du tout les choix qui ont été pris avant. Cette année, l'affiche est sans doute un peu plus conventionnelle par rapport à ce que le fan de métal ou de musiques extrêmes, en règle générale, est en droit d'attendre du festival. Donc on a les éternels revenants d'Iron Maiden, qui est aujourd'hui un des artistes planétaires les plus populaires dans notre musique, et ça ne se dément pas. Mais on a aussi le récent succès, par exemple, d'un artiste comme The Offspring qui revient en force en termes de nostalgie. Moi, j'ai quelques années, on les faisait jouer, c'était fin d'après-midi. Là, aujourd'hui, ils ont rempli l'Arena. Cette semaine, d'ailleurs, oui, c'est cette semaine, l'Arena, 40 000 personnes sur Paris, donc il y a un vrai revival. C'est marrant de voir évoluer d'ailleurs les artistes au cours de leur carrière, parce que quand ce sont des artistes comme ça, générationnels, qui ont marqué toute une génération, Offspring était, moi je les ai beaucoup écoutés quand j'étais jeune, c'était d'ailleurs diffusé très régulièrement à la radio. Et puis, donc tous les 5 minutes, ça passait, etc. On a grandi avec jusqu'à nos 20 ans. Et puis après, effectivement, le chemin de la vie amène beaucoup de gens à fonder une famille, à avoir d'autres priorités, etc. Et c'est au moment de la quarantaine, finalement, quand on est un peu libéré de ces obligations familiales, qu'on ressent le besoin sans doute de réécouter nos amours de jeunesse. Et ça permet au groupe il y a une période où ils sont dans la vague creuse, et puis il y a un moment donné, ça remonte. Et c'est marrant parce que je l'ai vu avec beaucoup d'artistes, je l'ai vu avec Scorpion, je l'ai vu avec beaucoup d'artistes comme ça. Et Maiden aussi a d'ailleurs été un moment dans le creux de la vague avant de revenir vraiment. Et c'est marrant comme c'est cyclique. Donc voilà, après moi je suis content parce que j'ai l'impression qu'en termes de variété et de qualité, on représente ce que le Hellfest a su faire de mieux durant ces 20 dernières années. Donc voilà, je ne pourrais pas citer les 180 groupes, il y en a beaucoup, je pense qu'il y en a pour tout le monde, et j'espère que justement elle sera un peu plus conventionnelle et donc peut-être un peu moins sujet à débat. Voilà. Mais j'aime le débat, moi. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout qu'un groupe comme Muse ou comme Cypress Hill ait pu fouler les planches du Hellfest l'an passé, bien au contraire. Au vu en plus des gens qui étaient présents pour les écouter, je ne devais pas être le seul à me dire que l'ouverture d'esprit est quelque chose qui doit être prôné. Donc si demain, à l'occasion, ça devait se refaire, je n'hésiterai pas à le refaire. Là, cette année, les opportunités nous ont amenés. Voilà, parce que comme ça, à avoir sans doute une affiche qui va paraître aux fans comme une affiche plus conventionnelle. Ok, je ne regrette rien, c'est ton Je ne mot de la regrette fin. rien. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir foulé aussi les fauteuils on the chaise longue. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci beaucoup.